Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le thème oser, oser se tromper. Comme ça, je regroupe deux propositions de Fanny, qui étaient une sur le fait d'oser et l'autre sur les erreurs. Et d'ailleurs, il y a un livre très intéressant sur le sujet qui est je crois que l'auteur c'est Papin. Oui, c'est le livre de Charles Pépin, Les vertus de l'échec. Et je l'avais lu il y a quelques années, et franchement, il est super intéressant et boostant, enfin dynamisant, rassurant aussi. Et alors, pourquoi oser se tromper? Moi, tout simplement parce que, en fait, ça fait partie de l'apprentissage. La vie est une succession de, entre guillemets, d'erreurs, d'échecs, à partir du moment où l'on vit. Et même, ça me donne une idée là. J'aurais même envie de dire qu'à partir du moment où nous ne connaissons aucun échec, que jamais nous pensons ne faire d'erreur, c'est peut-être la plus grosse erreur qui puisse exister, enfin que nous puissions faire, puisque ça veut dire peut-être que quelque part, en fait, plutôt que de vivre, nous sommes en mode survie et que du coup, nous nous trompons sur ce qu'est la vie, le sens même de la vie. Alors après, bon, c'est toujours très subjectif, chacun peut mettre ce qu'il veut derrière le mot et le concept de vie. En tout cas, pour ma part, voilà, je trouve que c'est vraiment... Enfin, pour moi, je fais vraiment une différence entre survivre et vivre. Ou survivre, c'est vraiment, on est en mode les besoins primaires, hein, juste manger, dormir, se mettre en sécurité et continuer, on va dire, à être en vie. Et le mot vivre, pour moi, c'est vraiment, enfin, moi, c'est ce qui m'anime le plus, même si j'ai eu une époque où j'étais vraiment, vraiment, vraiment en mode survie. Alors, heureusement, il y avait des moments, ça allait quand même. Mais grosso modo, oui, j'ai eu une bonne période en mode survie. Et donc, la vie, pour moi, oui, c'est de faire des tests, de se planter, de repartir, de vivre des émotions. Et même au niveau des émotions, en fait, c'est aussi de vivre des émotions qui peuvent être négatives. Parce que, je sais plus dans quelle philosophie chinoise, il y a un concept de base qui dit que chaque chose ne peut exister qu'en fonction de son contraire. En gros, si on reste sur les émotions, ça veut dire que pour ressentir des émotions positives ou des émotions qui nous font du bien, eh bien, il faut vivre aussi des émotions négatives. Parce que sinon, comment pourrions-nous apprécier les bonnes choses, les émotions positives, de ressentir de la joie, enfin, c'est pas une émotion, mais j'allais dire du plaisir, d'être heureux. Bon, là, je suis dans les sentiments, mais bref, vous avez compris l'idée. Si, à l'inverse, jamais nous n'avons connu la peur, le dégoût, la tristesse, c'est vraiment parce que ces émotions existent que nous pouvons ressentir la joie. Et d'ailleurs, quand nous sommes en mode survie, il y a zéro... Enfin, la joie, elle est où? Il n'y a aucune joie. D'ailleurs, je crois que ça, c'est pareil, ça me fait penser à un autre livre que j'avais lu il y a aussi quelques années. Alors là, c'est plus un roman policier. C'était le coma des mortels. Enfin, c'est le coma des mortels. Je crois. Alors, je sais plus si c'est Chatham ou Granger qui a écrit ce roman. Et oui, c'est un peu de ça que ça parle. Alors, transposé au monde. Enfin, transposé dans un roman policier, mais c'est ça. Et
Et moi, je trouve qu'en plus, les erreurs, le fait de se tromper, c'est alors des fois, franchement, sur le moment, c'est sûr qu'il y a des erreurs dont on se dit qu'on se passerait, bien et en même temps, pour avoir été parce que comme je le dis, régulièrement dans des posts sur LinkedIn, j'ai un côté hyper MacGyver et derrière le concept de MacGyver, c'est notamment le fait d'expérimenter, de tenter et donc bah, c'est vrai que enfin depuis que je travaille en fait, je pense, donc ça fait une vingtaine d'années, un peu plus, je j'expérimente beaucoup, que ce soit professionnellement ou à titre perso et je trouve mais enfin franchement c'est magnifique. Moi j'adore. J'ai appris mais tellement de choses, j'ai découvert plein de choses, que ce soit sur enfin en rapport avec, le domaine que j'ai découvert ou par rapport à moi-même et ça, c'est ça aussi mon deuxième concept derrière MacGyver, c'est se dire que en fait, on a bien plus de ressources que ce que l'on imagine et les ressources, elles sont avant tout en nous. Et comment voulez-vous savoir quelles ressources vous avez en vous si jamais vous ne prenez le risque de vous planter? Même si moi, je préfère l'expression des anglophones qui est de tenter sa chance. Et en même temps, c'est une réalité que oui, des fois, on tente notre chance et puis bon, finalement, ça se traduit, on va dire, par ce que la plupart des personnes qualifieraient d'avoir pris un risque et s'être transformé en quelque chose, entre guillemets, de négatif. Mais ça devient négatif, enfin ça reste négatif qu'à partir du moment où on te dit que c'est négatif et qu'on a des regrets en fait. Alors que si vous vous dites, ou des remords, hein, je sais jamais dans quel sens, et à partir du moment où vous dites, bah oui, bah, pour vous donner un exemple, la première création d'entreprise que j'ai faite, on pourrait se dire, enfin même celle qui a suivi, hein, que c'était des échecs. Alors que en vrai, mais surtout enfin même les deux, j'allais dire, mais peut-être la première parce que vraiment ça a été le début de quelque chose. Bah déjà ça m'a confirmé, alors aussi peut-être étonnant que ça puisse paraître, que réellement, enfin ça fait partie de mon ADN comme diraient certains. L'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose que je kiffe et pourtant j'ai eu des grosses, grosses périodes de stress quand, je me suis lancée à mon compte la première fois parce que j'avais pris une pizzeria et j'avais emprunté à l'époque 37 000 €. Alors j'avais un bon apport, hein, j'avais 15 000 € d'apport perso et donc du coup, bah, au niveau de la banque, ils étaient plutôt sereins. En tout cas la banque, auprès de laquelle j'ai emprunté, parce qu'il y a d'autres banques qui ont refusé de me faire un crédit, mais parce que je pense qu'ils avaient senti que j'étais peut-être un peu têtue, je voulais faire le truc comme moi je le voulais et en même temps, j'avais pas du tout enfin aucune envie de poser les choses et tout ça. Et puis c'était là où c'était situé, enfin bref. Mais bon, j'ai une banque m'a suivie, donc j'ai eu, mon crédit. Sachant que j'avais repris une pizzeria qui était fermée depuis 6 mois et que là, justement, je me suis basée sur mes peurs, notamment celle de dépenser de l'argent pour la communication. Alors c'était il y a plus de 15 ans, donc à l'époque, les réseaux sociaux, c'était inexistant. Enfin, en tout cas, au sens où on l'entend aujourd'hui. Il y avait sur internet, Facebook, LinkedIn, Insta, tout ça, c'était inexistant. Donc du coup, la com, c'était bah, quelque part, il y avait beaucoup plus besoin d'investir dans le sens où là, fallait faire des prospectus, distribuer ou alors des grosses opérations de com un peu événementielles, tout ça. Et enfin bref, et donc ça demandait, oui, un investissement financier qui était plus important. Et sauf que moi, comme à l'époque, j'étais vraiment dans le côté la peur du manque et le fait que j'associais alors c'est plus qu'investissement, mais j'associais. En fait, j'étais rassurée
par l'idée d'investir dans des choses matérielles. Donc la communication, clairement, c'était très loin de ce que je pensais, devoir faire. Enfin, au niveau où en tout cas où je pense ça aurait pu aider de le faire. Alors qu'en plus, j'avais mon oncle et ma tante qui étaient dans le commercial et qui me disaient, enfin un de mes oncles et une de mes tantes qui étaient dans le commercial, et les 2 me disaient: «Elsa», alors je sais plus comment ils me le formulaient, mais en gros: «Elsa, pense à investir, dans la com, ou est-ce que tu as communiqué?» En gros, bah, pour, 100 flyers distribués, tu récupères un client. Sauf que moi, comme j'étais têtue, hein, bah, j'ai fait, très, 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 très peu de prospectus, parce que comme je le dis, je le voyais comme une dépense, perdue. Et puis que dans ma tête, bah, j'avais, ce côté où quelque part j'ai quand même, je suis très optimiste dans certaines situations, et j'étais convaincue que ce qu'ils me disaient, c'était faux, et qu'en gros, bah, il suffisait que je distribue quelques flyers et que genre j'allais récupérer 50 en, en clients. Ce qui, alors pas, enfin oui, effectivement, c'était très loin d'être le cas. Après, par contre, j'avais quand même bien fonctionné, hein, enfin, le premier mois où j'ai ouvert. Oui, puis ça, c'est pareil, j'avais pas du tout investi au niveau du changement de l'enseigne. Parce que là, pareil, je me disais, même si c'était matériel, je me disais: «Non mais c'est bon, il y a déjà un nom, il y a pas besoin de dépenser là-dedans et tout». Sauf qu'en fait, j'ai su après coup que certaines personnes pensaient que c'était toujours fermé, et ensuite d'autres personnes avaient vu que ça avait réouvert. Par contre, ils pensaient que c'était toujours les mêmes propriétaires, vu que, bah, j'avais pas annoncé, hein, le changement, aucun changement de nom, aucune pancarte qui disait, changement de propriétaire, tout ça. Même pas une petite affiche sur la porte, rien du tout. Sachant qu'en plus, j'étais pas dans une rue passante, j'étais plus dans une rue, enfin, piétonne, je veux dire. C'était plus vraiment le long d'une route, et il y avait pas de parking non plus, visible, en tout cas à proximité, ou même si on se garait il y avait un parking un peu plus haut, mais même si on se garait devant, en général, voilà, on passait pas, devant ma pizzeria. Donc bref, tout ça pour dire que donc des personnes ont pensé que c'était toujours les mêmes propriétaires qu'avant, et a priori, bon, de ce que j'ai cru comprendre après coup, ils avaient une mauvaise réputation. Donc aucune envie pour les personnes qui voyaient ça de venir, dans la pizzeria. Par contre, j'avais des clients réguliers qui revenaient et tout. Puis après enfin j'ai commencé à me décourager un peu, parce que même si au début ça a bien fonctionné, j'ai doublé mon chiffre d'affaires, entre le premier et le deuxième mois, donc c'est plutôt, même si je partais de peu, c'était quand même plutôt positif. Et puis après, oui, comme je dis, j'ai eu des galères avec les salariés, j'ai commencé à me décourager, enfin bref, donc ça s'est enchaîné. Et puis rapidement, je suis arrivée à un stade où en fait j'étais à la limite du dépôt de bilan, parce que même moi, à titre perso, en fait j'avais plus d'argent. Les 15 000 € que j'avais, ils étaient partis. Mais partis dans des conneries en plus, comme je dis, j'avais acheté genre je ne sais combien de bouteilles de vin en pensant qu'il me fallait un stock de ouf, parce que c'était palpable, c'était matériel, donc dans ma tête c'était... Alors qu'en vrai les bouteilles, oui, j'en vendais, mais tellement moins que ce que j'avais en stock, et que en plus je pouvais acheter au fur et à mesure. Enfin, c'était complètement débile. C'était même pas comme si j'avais eu une super offre à ce moment-là. Et donc rapidement, je me suis retrouvée, comme je dis, mais vraiment à la limite du dépôt de bilan. Et sachant que j'avais toujours mon appart à côté. Alors le loyer était fait, mais malgré tout, bah voilà, j'avais mon appart, et que comme à côté de ça, j'étais en intérim, que donc c'était assez compliqué pour trouver un appart quand on était intérimaire. Donc et que ça faisait 5 ans pratiquement que j'étais partie de chez mes parents, donc j'avais aucune envie de retourner chez eux. Et donc c'est là aussi où au bout d'un moment, je me suis dit, donc j'ai fait les démarches pour mettre en vente la pizzeria, et puis, ah oui, en plus, j'avais un bail 369, donc
pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, c'est un bail que vous signez et que vous pouvez résilier seulement tous les 3 ans. Sauf si vous réussissez à vendre le fonds de commerce. À ce moment-là, c'est la personne qui rachète le fonds de commerce qui prend le relais sur le bail. Mais sinon, tant que vraiment vous êtes... Enfin, que le bail est à votre nom, vous êtes redevable du loyer. Et j'avais un loyer à l'époque de 1 200 € sur la pizzeria. Sachant qu'en plus, au départ, en vrai, j'étais peut-être à 500 000 € de pouvoir payer toutes mes charges, hein. Par mois, hein, je parle. Donc vraiment, il me manquait peu de choses. C'est juste le découragement qui a fait que j'ai lâché l'affaire et que après ça a commencé à décliner tout ça. Parce que comme je disais, comme j'ai lâché l'affaire, il y a eu des fois où genre le moindre truc qu'allait pas. Genre une fois j'avais un pneu crevé, je crois, ou enfin pas crevé, mais dégonflé avant d'aller à la pizzeria. Du coup, je suis pas du tout venue alors que je l'avais changé, mais je me suis dit, oh, ça sert à rien. Et c'est pareil, il y a des clients qui m'avaient dit, ah, ça ne savait pas si c'était ouvert ou pas, à d'autres moments après, du coup. Donc c'est comme ça que ça a été le déclin. Et donc du coup, tout ça pour en revenir au fait que j'ai mis la pizzeria en vente. Et vraiment, j'étais en stress parce que j'avais plus rien pour payer le loyer, ne serait-ce que de la pizzeria, ni même du coup mon loyer à moi. Alors après, j'avais quand même repris une activité intérimaire à mi-temps, mais bon, c'est pareil, c'était à mi-temps, donc c'était minime. Et là, je me suis dit, si je me retrouve, parce que dans ma tête, je me projetais au pire, hein, saisie sur salaire, tout ça. À ce moment-là, faudra que je lâche mon appart. Et en plus, non, mais c'était marrant, je fais une aparté, mais j'avais vraiment des crises d'angoisse quand je pensais à ça. J'avais comme une pointe quand je respirais, quoi. C'était terrible. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à je pense, coacher. Donc voilà, je me suis dit, au pire, tu retourneras chez tes parents, même si, ça n'aurait enthousiasmé ni moi ni eux, ou ni eux ni moi. Mais je me suis dit, voilà, je savais que mes parents m'auraient repris, ça aurait pu être compliqué, mais voilà, ils auraient accepté que je revienne chez eux. Et je me suis dit, quitte à revenir chez mes parents, ça peut être l'occasion, peut-être justement, si je devais retourner chez mes parents, même si j'avais participé financièrement, vu que j'avais repris une activité salariée, j'aurais pu... Enfin, il me serait resté de l'argent, même avec une saisie sur salaire, dans ma tête, je me disais, il me serait resté de l'argent, donc ça aurait pu être l'occasion de faire des choses que je n'aurais pas faites en ayant mon appart, vu que pratiquement tout mon salaire passait dans mes factures quotidiennes, on va dire, qui sont forcément, en général, plus importantes quand vous êtes que vous vivez seul chez vous que quand vous êtes chez vos parents, même si vous participez. Et donc, je me suis dit, ça peut être l'occasion de faire ce que j'avais envie de faire depuis des années, mais que je n'avais jamais osé faire par peur par peur. Parce que j'avais du mal à voir comment garder mon appart, que vraiment pour moi c'était important de le garder, et pouvoir vivre à côté en faisant ce que je voulais, qui était de partir à l'étranger, parce que je voulais améliorer mon anglais. Et là, je me disais, ça peut être l'occasion de repartir, mais là, à plus long terme, en fait, vraiment de partir, de travailler et tout. Donc je me suis dit ça. Et en fait, à partir du jour où je me suis dit ça, j'ai eu 2 ou 3 offres d'achat de la pizzeria, dont une offre qui était, mais ça a été un petit peu après que j'ai accepté la première, qui était largement supérieure à tout, en fait, qui était le double de ce que moi j'avais emprunté pratiquement. Donc ça me permettait à la fois de rembourser mon crédit, de récupérer l'argent que j'avais investi et en plus de gagner de l'argent. Vraiment d'avoir une plus-value, mais une vraie plus-value.
Bon, finalement, comme j'avais accepté la première offre qui était quand même d'un montant supérieur à l'achat de la pizzeria et qui m'avait permis, enfin, qui m'a permis, pareil, de rembourser mes crédits, de... Alors là, à l'époque, bon, par contre, j'ai pas récupéré l'argent que j'avais investi, mais au moins, j'ai payé toutes mes dettes et m'était resté... En fait, j'avais récupéré, mais ça, c'était un an plus tard et c'était la surprise parce que j'ignorais, mais vraiment totalement que j'avais le droit à ça. J'ai eu un remboursement parce que donc du coup, comme je l'ai vendu plus cher que je l'avais acheté sur un délai très court, parce qu'en fait, je l'ai vendu moins d'un an après l'avoir acheté, j'ai eu à payer une taxe sur la plus-value, je crois que c'était ça, un truc comme ça. Et finalement, un an plus tard, donc déjà, entre-temps, je suis partie à l'étranger et en revenant en France, quand je suis revenue, là, j'avais plus d'argent sur mon compte. Et bah, à l'aéroport, en attendant ma correspondance pour rentrer à Paris, je reçois un email de mon père qui me dit: Tu as un remboursement des impôts de 2 500 euros. Je crois que c'était ça le montant. Et en fait, c'était un remboursement en lien avec la vente de la pizzeria, mais comme je disais, j'ignorais totalement que j'avais le droit. Et donc j'étais très contente parce que, vu, comme je disais, il me restait enfin, zéro, peut-être 30, 40 euros sur mon compte. Et voilà, quand je suis revenue en France cette fois-là. Et en plus, en vrai, le fait, donc, j'ai vendu la pizzeria, j'ai retravaillé quelques mois pour me remettre un peu à flot quand même financièrement. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah ça y est, c'est le moment, pars à l'étranger. Et j'avais gardé aussi mon appart, j'avais réussi à garder mon appart. Et donc, pareil, là, je fais les démarches pour partir. Et à ce moment-là, j'ai une copine d'enfance, mais qui était dans une autre région, qui me contacte. Donc, j'étais en Île-de-France, moi, à cette époque-là, qui me contacte pour me dire: Ouais, tu devineras jamais avec qui je sors et tout. Et en fait, elle sortait avec un gars qu'elle avait rencontré une fois qu'elle était venue justement dans ma région et avec lequel elle était restée en contact et ils s'étaient retrouvés, bah là, peut-être 15 ans après. Et en fait, ils sortaient ensemble. Et lui, il habitait toujours la région où j'étais. Et en fait, même, il habitait genre une rue à côté de chez moi. Et du coup, comme lui, il habitait dans la région, mais qu'il était en coloc et que elle était dans une autre région et que moi, je partais, je lui ai proposé de sous-louer mon appart. Et à ce moment-là, parce qu'en plus, elle avait un métier où je savais qu'elle pouvait plutôt facilement avoir une mutation. Donc, elle m'a dit oui. Elle a fait sa demande de mutation. Elle l'a obtenue. Elle est venue chez moi. Mais vraiment, le timing de ouf parfait. Et moi, donc, je suis partie, c'était en Australie à cette époque-là. Et en fait, mais ça a été une des meilleures choses que j'ai faites. Parce que, bon, j'ai quand même amélioré mon anglais, mais même si je l'ai amélioré moins que ce que j'aurais voulu, en tout cas sur les premiers séjours, mais surtout, je me suis découverte. Mais vraiment, parce que moi, j'étais hyper solitaire quand j'étais ado et même, oui, dans ma vingtaine, surtout le début de ma vingtaine avant de partir en Australie, parce que je suis partie, j'avais 26 ans. Et, et là, je me suis retrouvée. Alors, au début, j'avais prévu, enfin, j'avais repéré un petit peu comment je pouvais partir, vivre sur place, tout ça. Et mais là, pareil, c'est suite à une erreur. J'avais prévu d'être fille au père. C'était calé. J'avais trouvé une famille qui m'accueillait, tout ça. Sauf que, bah, finalement, en fait, d'un côté comme de l'autre, c'était la première fois pour eux d'accueillir une fille au père et pour moi d'être fille au père. Et finalement, bah, au bout enfin même au bout de 2-3 jours, j'ai vu que ça allait être compliqué. Bon, après, je me suis dit, je vais quand même voir un peu. Et puis finalement, je crois que c'était au bout du 5e jour, je me suis dit, non, mais c'est pas fait pour toi. Donc, j'ai arrêté. Et là, bah, finalement, comme c'était un peu pressé, parce que vraiment, c'était de la merde, c'était super compliqué avec elle et le père était parti. Et justement, c'est pour ça qu'il faisait appel à moi. Et je me suis dit, enfin, j'étais venue, oui, pour améliorer mon anglais en premier,
mais quand même pour apprécier mon séjour, parce que j'avais pas besoin de venir jusqu'en Australie pour améliorer mon anglais, hein. J'aurais pu aller en Angleterre. Donc je me suis dit: «Bon, bah, lâche l'affaire et tu t'en vas». Donc je suis partie, sauf que comme je dis, dans la précipitation, enfin, comme c'était assez rapide, je suis vraiment partie le jour où j'ai décidé le truc, quoi. C'était compliqué de trouver une coloc ou, encore plus, bon, bah, je cherchais même pas un appart, mais au moins une coloc avec une chambre individuelle. Et là, bah, par la force des choses, parce que l'hôtel, c'était beaucoup trop cher, je me suis retrouvée en auberge de jeunesse, dans une chambre de 8 personnes. Donc autant dire que pour moi qui avais toujours eu ma chambre toute seule, malgré que j'avais 2 frères, hein, mais moi j'avais ma chambre depuis, peut-être mes 8 ans. Et comme je dis, en plus, j'étais vraiment, vraiment, solitaire, tout ça. Bah, d'ailleurs, il y avait des personnes dans le village, où j'ai grandi qui pensaient que mes parents n'avaient que 2 frères, hein, tellement j'étais pourtant alors que je faisais quand même quelques petits trucs, dans la commune, mais voilà, c'est pour dire à quel point j'étais solitaire. Et et donc là, je me suis retrouvée en dortoir, de 8 personnes et tout. Et là, ouais, comme je dis, je me suis découverte. Au début, j'ai continué à chercher une coloc et je crois que la première coloc que j'ai pu visiter, c'était au bout de 2-3 semaines dans l'auberge, et quand j'ai visité la coloc, je me suis dit: «Non, mais en fait, c'est trop calme». Alors qu'en plus, c'était parfait pour ce que je cherchais à la base, hein. On n'était que 2 dans la coloc, chambre individuelle dans une zone un peu pavillonnaire, donc plutôt calme. Le mec, il était absent une semaine sur 2 parce qu'il avait sa copine, qui était ailleurs, et une semaine sur 2, il allait vivre chez elle, donc c'était royal pour moi. Et ben non, je me suis dit: «Bah non, en fait». Donc je suis restée dans l'auberge. Là, j'ai fait une deuxième crise d'adolescence. Et là, ouais, comme je dis, j'ai découvert plein de trucs sur moi, en fait, parce que c'est pareil, quand j'étais en France, jamais je ne buvais d'alcool, parce que la seule fois où je l'avais fait, je m'étais rendu compte que je parlais sans réfléchir, ce qui était très flippant pour moi. Et là, c'était un copain irlandais, au bout d'un un soir, je me rappelle, il me dit: «Mais Elsa, pourquoi tu bois pas?» Et là, donc je me suis dit: «Bah oui», dans ma tête, je fais: «Parce que j'ai peur de faire n'importe quoi, de faire et de dire n'importe quoi». Et en même temps, je me suis dit: «Mais en vrai, je ne suis pratiquement qu'avec des anglophones, heu, aucun ne parle français. Au pire, même si je dis des conneries, vu mon niveau d'anglais, ça sera en français. Donc qu'est-ce que j'ai à perdre?» Et donc là, c'est là où la première fois j'ai commencé à boire. Et là, bah, pareil, du coup, je me suis découverte que, bah, quand je buvais, en fait, je pouvais parler très fort, que j'étais très câline, alors que, en temps normal, comme je dis, je rejetais les gens, enfin, je les mettais vraiment à distance. Il y avait que mes copains avec qui, enfin, de la part de qui j'acceptais des câlins, parce que c'était beaucoup plus eux qui venaient m'en faire que l'inverse. Alors que là, c'était moi, je faisais, ouais, je prenais les gens que j'appréciais dans mes bras et tout, mais c'était vraiment, mais jamais j'aurais imaginé, pouvoir être comme ça. Et donc forcément, bah, ça a libéré plein de choses. Et puis en plus, c'est pareil, ça m'a libérée même enfin, avant tout en tant que femme aussi, parce que, bah, c'est pareil, enfin, j'ai eu quelques mauvaises expériences, on va dire, en France avec des hommes, des inconnus, ou des hommes qui parfois étaient dans un cercle connu, mais comment je pourrais dire ça? Avaient un Avaient eu un comportement déplacé, vis-à-vis de moi à un moment de ma vie, on va dire. Et donc du coup, ça, enfin, ouais, j'ai été quand même aussi au niveau de la féminité assez fermée. Et là, bah, en Australie, en fait, enfin, c'est vraiment un peu comme en Angleterre, pour ceux qui y sont déjà allés, c'est les filles, elles sont très libérées, je dirais au niveau de la tenue vestimentaire et même du comportement.
Ce qui fait qu'en fait, je pense que les hommes sont tellement habitués à voir une nana qui a une jupe qui lui arrive en dessous des fesses, mais vraiment littéralement en dessous des fesses, qui soit, comment je vais dire, entreprenante avec eux, qu'en fait ils sont, bah déjà en vrai vous pouvez vous balader en jupe courte ou en robe courte, ils le voient même plus. À l'inverse, par contre, c'est vrai que j'avais déjà entendu plusieurs fois qu'une nana en jean, ils vont trouver ça beaucoup plus sexy qu'une nana qui a une jupe super courte. Parce que bah, ça, ils le voient tout le temps, en fait. Et, euh, et en plus, vraiment au niveau des gestes, alors une fois, il y a un mec qui m'a fait chier dans un bar, mais en fait, je pense que c'est surtout qu'il cherchait à se battre et qu'il avait repéré que j'étais avec des mecs, parce que, en fait, quand moi j'ai réagi, il y a des potes qui se sont rendus compte de ce qui se passait et qui sont venus. Et lui, clairement, là, il était en mode, comment on dit? Ah, je sais plus l'expression, chien de garde. Bon, bref, il était en mode, il regardait dans les yeux les gars et on sentait qu'il cherchait la merde, quoi. Et c'est ses potes qui ont fait, qui ont empêché le truc. Mais bref. Donc sinon, mais les trois quarts du temps, voilà, on pouvait se balader comme on voulait, même dans les transports en commun. Bon, là, on était en général un peu plus habillés. Enfin, c'était parfois. Parce que là, je pense plus vraiment aux tenues de soirée. Mais même dans les transports en commun, mais franchement, j'ai jamais eu de geste déplacé de la part d'un homme. Enfin, aucun homme n'a eu de geste déplacé vis-à-vis de moi. Et je pense que c'était. Peut-être que ça arrivait, mais que c'était super rare. Je veux dire, même avec d'autres filles ou femmes. Donc ça, pareil, ça m'a mais vraiment libérée. Là, de toute façon, c'était marrant parce que j'étais tout le temps en jupe ou en robe et à tel point qu'il y a un copain un jour, il m'a dit: «Elsa, tu nous fais un défilé de robes», tu vois? C'est parce que chaque jour, c'était en fait, j'en avais en plus, c'est ça, en France, j'avais plein de robes, plein de jupes, j'adorais ça. D'ailleurs, à une époque, j'avais compté, j'avais genre 50 robes, sauf que je les mettais pratiquement jamais. Parce que j'avais cette peur de gestes déplacés ou de regards déplacés, et puis que de manière générale, je bloquais. Je, je voulais être la plus discrète possible, même si je ne l'étais pas du tout par rapport à d'autres comportements, mais bref. Au niveau, en tout cas, en tant que femme, je cherchais vraiment à limiter tout ce qui pouvait représenter le féminin en moi les trois quarts du temps. Enfin, ou ce qu'on associe. En tout cas, ouais, c'est peut-être un peu cliché ce que je dis, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et, et du coup, bah, c'est vrai, ça m'a libérée, mais sur tellement de choses. Donc tout ça pour vous dire que, et ça c'est qu'un exemple parce qu'après ça a continué et puis ça a libéré d'autres choses. Et j'aurais pu vous parler d'autres erreurs, d'autres échecs que j'ai pu vivre. Mais en vrai, ça reste ouais, une super expérience. À partir du moment, mais vraiment à partir du moment où on réussit à chercher qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans la situation que je vis ou que j'ai vécue. Comment, ouais, c'est ça, c'est comment je peux transformer cette expérience qui, à un moment ou à un autre, peut me faire du mal ou me faire vraiment peur pour aller vers quelque chose de positif. Et ça, moi, j'y crois vraiment qu'il y a toujours quelque chose de positif dans une situation. Alors, c'est sûr que des fois, il nous faut vraiment, vraiment beaucoup de temps et ou de recul, voire peut-être d'heures d'accompagnement pour sortir de ça. Parce qu'il y a des situations, c'est sûr, enfin, qui sont hyper difficiles, hyper compliquées, enfin tout ce qu'on veut, qui peuvent être très violentes et tout. Malgré tout, je suis convaincue qu'il y a toujours moyen de transformer ça en opportunité et en opportunité pour aller mieux qu'avant que cette chose n'arrive. Parce que, en plus, je crois que chaque situation qui nous amène à sortir quelque part de notre zone de confort ou
ou qui peut se révéler effectivement parfois, violente, quelque part, elle est là pour nous amener à aller vers autre chose, mais autre chose de bon pour nous. Et après, c'est est-ce qu'on accepte qu'on accepte ça, de saisir l'opportunité qu'il peut y avoir derrière, ou est-ce que on reste enfermé dans cette expérience négative pour finir par se tuer à petit feu, en fait. Parce qu'en plus, c'est ça. C'est quand on reste dans le négatif, on s'auto-alimente en négatif. Et en plus, parce que même par exemple, une situation hyper violente qui peut nous arriver, où on est victime de quelque chose, et si on reste bloqué dans cette expérience, dans toutes les émotions qu'on a pu ressentir à ce moment-là, en fait, on alimente la peur que peut-être ça recommence, ou on alimente, de manière générale, on alimente le négatif. Et du coup, si on alimente le négatif, si on alimente surtout une peur, par exemple, suite à une agression, en fait, les mecs ou les femmes, enfin bref, les personnes qui peuvent être, on va dire, des prédateurs ou des personnes négatives pour nous, elles vont le ressentir et elles vont s'en servir. Alors que si on réussit à dépasser ça, même si je pense qu'il y a certaines situations, peut-être que jamais on se remettra à 100% du truc et c'est compréhensible. C'est juste que si on arrive à avancer en dépit de tout ça et à se dire qu'on est beaucoup plus fort ou plus forte que tout ça, il y a, je pense, quand même beaucoup moins de risques que ça se reproduise. Et puis c'est là où on peut vivre, en fait. Et comme je dis, transformer en quelque chose de positif. Parce que même les expériences là, que j'ai vaguement évoquées, en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que je pense quand j'en parle en aparté, elle libère certaines personnes. Parce qu'elles se rendent compte que oui, on peut s'en sortir malgré ce qu'on a vécu, on peut continuer à avancer, ou ça peut s'arrêter aussi. Et, donc, ouais, c'est ça libère. Alors après, oui, c'est sûr qu'on se dit qu'on s'en serait bien passé. Malgré tout, voilà, c'est arrivé. Et en plus, bon, pour le coup, ça a été très, très limite, on va dire, les situations qui se sont passées par rapport à ce qui aurait pu réellement arriver. Mais malgré tout, voilà. Et puis aujourd'hui, je me dis que c'est aussi ce qui peut faire que je peux accompagner des personnes qui ont vécu des situations similaires ou qui sont, ou en tout cas, et éventuellement aussi aider d'autres personnes à éviter que ça se produise pour elles. Parce que je sais aussi certaines choses qui ont pu déjà limiter que ça aille beaucoup plus loin que ce que ça aurait pu, que là où ça aurait pu aller. Et en plus, j'ai compris aussi le mécanisme derrière, que ce soit vis-à-vis de moi, comme vis-à-vis des hommes qui ont eu ces comportements. Et donc, du coup, c'est plus facile aussi pour moi de pouvoir agir à un certain niveau par rapport à ça, avant que ça se produise. Pour éviter ça. Donc vraiment, moi, j'ai envie d'encourager, de vous encourager au maximum à suivre vos envies, mais vraiment tout en gardant son esprit critique. Hein. Et en peut-être réfléchissant un minimum, si vraiment c'est quelque chose qui vous fout la trouille de fou, de poser un minimum de choses pour voilà, que ça se passe au mieux, mais un minimum.
C'est sortir de cette volonté de contrôle parce que moi, je sais que c'était beaucoup ça, hein, même si j'ai toujours eu un côté très spontané, j'étais énormément, énormément dans le contrôle mais le contrôle de moi-même, hein, quand j'étais plus jeune. Et donc forcément, bah, même quand je suis partie en Australie, je suis partie un peu à l'arrache selon, enfin, je pense dans l'esprit des 3/4 des gens parce qu'en gros, j'avais j'avais surtout planifié mon arrivée avec la famille d'accueil et puis, dans tous les cas, je savais que ça allait être temporaire, c'est juste que je pensais que ça allait être un peu plus long. Mais après, au fur et à mesure, en plus, quand je suis repartie, une autre fois en Australie et après en Nouvelle-Zélande, bah, là, je suis partie beaucoup plus sereine, j'ai moins préparé parce que je savais un peu comment ça se passait quand j'étais sur place. Donc voilà, il y a toujours un équilibre, en fait, qu'on peut trouver entre un besoin de oui, de contrôler, ce qu'on va faire et le fait de s'empêcher de faire par peur. Donc voilà. Et en plus, ouais, bah, derrière que je dis quand on réussit vraiment à dépasser ça, c'est que pour du positif. Même si peut-être qu'à un moment on passe par une phase compliquée, mais pareil, si on garde l'esprit, bon voilà, qu'est-ce qui peut, m'aider à sortir de ça? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif dans, ce que je suis en train de vivre? Après comme je dis, bon ça peut être plus ou moins, peut-être, des fois un peu plus long terme, hein, que ce qu'on arrive à vraiment, voir ce que ça peut amener, comme opportunité, on va dire peut-être plus, enfin que à quoi ça peut servir, voilà. Parce que selon les situations, c'est peut-être compliqué de se dire que c'est positif ou que c'est une opportunité. Mais en tout cas, à quoi ça peut servir, ce que je vis ou ce que j'ai vécu de difficile.